des 168 heures. Alors 168 heures, si vous n'avez pas fait des études scientifiques comme moi, c'est 7 jours, hein, vous avez compris. Alors ils auraient peut-être pu dire aussi 10 080 minutes ou 604 800 secondes, mais ça c'était peut-être moins vendeur que 168 heures. On pourra demander d'ailleurs à Guillaume Rousseau qui est à côté de moi, qui est le directeur de la résidence des 168 heures, pourquoi ce nom. Mais avant, j'aimerais donner la parole à Monsieur le maire pour non, qui va nous dire un petit mot. C'est un remake en fait, si vous voulez, parce que ça fait 2 soirs qu'on est là ensemble. Pas pour le même sujet. Pas pour le même sujet, c'est vrai. Tenez. Bien, je dois dire quoi? Ah ben ça, moi je ne suis pas maire. Bon, d'abord, je vais remercier Guillaume Rousseau d'avoir choisi France Tabac pour ses 68 heures. Je crois que c'est la 10e édition. Tout à fait. Elle a commencé en 2016. Ouais. Bien. Et donc 168 heures, j'ai appris que c'était la semaine. Je ne savais pas. Et que les tournages commençaient en juillet. Tout à fait. Alors ce que j'ai retenu, c'est que Marlène, qui est là, c'est Je me souviens. Maya, c'est Pyjama Party. Et Théo, c'est Grise Mine. Alors j'ai peur avec Grise Mine, parce que par les temps qui courent... non, je trouve... vous savez, je ne vais pas rentrer dans la considération personnelle, mais quand je suis parti de Sarlat en 65, 66, parce que j'étais chez les Jésuites, une autre histoire, je voulais faire l'IDEC. L'IDEC c'est la FEMIS pour ceux du 21e siècle. Voilà, exactement. Et j'avais même écrit un scénario, c'était la belle, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, ça se déroulait à Dôme. Donc j'ai un attachement particulier au cinéma, d'autant plus que maintenant avec toutes les plages, Netflix et compagnie, on peut suivre ça. Non, je dis pour nous, je le dis à Benoît là, qui porte avec Ciné Passion, notamment le projet de France Tabac, c'est aussi une opportunité pour nous. Parce que vous allez essuyer les plâtres. Enfin, il y en a eu d'autres qui sont venus avant vous, notamment Ridley Scott. Mais vous allez essuyer les plâtres. Et Rabia aussi, Fortune de France, Rabia, etc. Et ça veut dire que notre projet marche et qu'il est en marche. Et sans doute une longue marche, mais en tous les cas, c'est un beau projet et votre présence ici témoigne aussi de l'intérêt que vous pouvez nous porter. Alors on a beaucoup de partenaires qu'il faut remercier, Ciné Passion, Fumigène, vous, la communauté de communes bien sûr, le département et la région, parce que tous ces partenaires, si on ne les avait pas, on ne pourrait rien faire. Et notamment Ciné Passion. Et le lycée. Joséphine Baker. Oui, Madame me dit ton nom. Alors on ne voit pas parce que je suis à contre-jour. On est là, on est au quatrième rang. Et aussi l'encadrement aussi pour réaliser ça. Avec c'est le Fumigène. Fumigène. Et vous êtes installé où? En transition là. Pour l'instant, on est installé à Metz. Mais si vous voulez vous installer à Sarlat, on peut vous arranger quelque chose. On est réfléchi. En tous les cas, merci. Et je crois qu'on va voir les séquences d'avant. Et on verra nos séquences quand alors? Le 26 en juillet, En juillet. Samedi 27 juillet. 27, ouais. Ah, le 26, c'est demain ce qui me semblait. Bon. En tous les cas, merci et on va voir la suite avec les séquences précédentes. Mais vous êtes prêts tous les trois? Vous avez rédigé le scénario? Sans brainstorming. Non.
En tous les cas, merci beaucoup. Merci. Hop là. Merci beaucoup. Et justement, avant de passer la parole à Guillaume, un petit mot de la part de Thierry Borde, qui est directeur adjoint de Cinépassion, responsable du bureau d'accueil des tournages, où on l'appelle aussi l'homme qui connaît les grands secrets, l'homme qui connaît où se passent les tournages, mais nous, on ne l'apprend qu'après. C'est ça. Et il le fait très bien. Je suis le plus détesté de la Dordogne. Non, ne dis pas ça, Thierry. Je ne dis rien. Juste après, et je me fais engueuler par nos chers amis de la presse. Et on les salue ce soir. On les salue. Et je salue Antonin Bergier qui est avec nous et qui représente monsieur le député aussi ce soir. Merci d'être présent. Un mot peut-être sur on parlera juste après des 168 heures. Oui, donc oui, ça a déjà été dit, ils sont arrivés en Dordogne, non, mais grâce un petit peu à... Petite histoire, du coup. Eh ben, allons-y. C'est mon boulot, c'est toujours de storyteller mes interventions. Ben, juste vous raconter comment ça s'est passé. En fait, si nous sommes ici aujourd'hui au mois de mai, ça représente 3 ans de boulot avec Guillaume et avec Fumigène, avec ses collègues de Fumigène. Ça veut dire qu'on a travaillé pendant 3 ans en secret, en loose day, sans rien dire à personne, en avançant doucement, en se rencontrant, en travaillant d'arrache-pied sur ce que c'est que la résidence. Parce qu'il y a des résidences d'écriture en Nouvelle-Aquitaine, il y en a beaucoup. Mais il y en a peu qui finissent avec des tournages à la fin. Et il y avait longtemps que j'avais repéré les 168 heures, le principe qu'ils ont développé en Savoie. On remercie la Savoie de vous avoir fait ces 9 éditions. On est ravis que vous ayez fait 9 fois l'essai là-bas pour pouvoir le transformer maintenant la 10e ici à Sarlat. Puisque ce qu'ils ont fait, ça marche. Et vous allez le voir avec les films qui vont être projetés ce soir. Le gros plus de ce que vous avez fait, bravo, c'est que au bout de ces fameuses 168 heures, il y a 3 films. Il y a 3 films qui existent. Il y a 3 films qui vont être remontés après pendant quelques mois. Et puis ensuite, vous allez pendant d'autres mois les accompagner dans leur commercialisation, la communication pour qu'ils aillent sur des festivals. Et quel festival, puisque parmi tous les films qui sont passés depuis 9 éditions, vous avez réussi à faire quand même des sacrés coups, puisque les films ont été sélectionnés dans des grands festivals, mais je vous laisserai expliquer tout ça. Juste vous dire qu'on est juste super fiers, mais vraiment très très fiers de vous voir en Dordogne, et que c'est le début d'une aventure. Et comme le disait monsieur le maire, vu que France Tabac va bientôt arriver, je pense qu'on est parti pour d'autres aventures, autres en plus de celles que vous allez développer avec les 3 lauréats de cette année. Donc longue vie à notre collaboration, et puis je pense qu'on sera tous très fiers des résultats, parce qu'ils ont du talent. Moi j'ai lu les scénars, il y a du potentiel, quoi. Merci Thierry. Et donc, Guillaume, bonsoir. J'allais dire bienvenue à Sarlat, mais ça fait déjà quelques... Tu as déjà pris tes marques un petit peu ici. Un petit peu, oui. On sait connaître la région. On commence à connaître les grottes, les endroits secrets que même certains locaux ne connaissent pas. Mais pareil, peut-être qu'il ne les révélera pas. Guillaume, un mot sur les 168 heures. Quelques éléments ont déjà été dévoilés. Donc c'est une résidence qui se déroule pendant 7 jours. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 jours? On a déjà cru comprendre que les scénarios étaient écrits avant. Donc en fait, si je comprends bien, le premier jour, la seule chose qu'il y a, c'est un scénario. Et au bout de 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 7 jours, on est censé avoir un tournage terminé. On n'a pas encore un film, on a une ébauche de film, mais ces 7 jours, c'est la continuité de tout un travail de préparation qui se fait en amont lorsque l'on sélectionne les projets sur dossier. En général, c'est environ 6 mois avant le tournage. Il y a tout un travail de préparation, ce pourquoi on est là d'ailleurs avec les 3 lauréats et lauréates de 2025. C'est un accompagnement à l'écriture, sur l'écriture du scénario, puisque souvent l'appel à projet est un appel à projet national. Pour notre première édition en 2025, on a lancé l'appel à candidature en décembre, et 2 mois après, on a reçu presque 100 projets de films, de courts-métrages, 100 projets de cinéastes qui voulaient tourner un film en Périgord. Il y a eu plusieurs étapes de sélection, et à la fin, il y a eu les 3 projets que nous avons sélectionnés avec notre comité de lecture et puis Fumigène Film.
Et puis on a commencé tout de suite le travail d'accompagnement. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut savoir qu'un court-métrage, préparer un tournage en 6 mois, c'est presque un exploit. Principalement sur des cinéastes émergents qui en plus sont écrits pour un territoire qu'ils parfois ne connaissent pas, mais qui ont un désir de film. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que malgré tout, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Périgord, mais qui ont envie de vouloir raconter des histoires ici et de venir tourner un film ici. Donc notre mission, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent faire le meilleur des films. Et donc c'est quasiment 6 mois jusqu'au tournage, on est en permanence avec les cinéastes lauréats pour les accompagner sur une première étape d'écriture. C'est hyper important, il faut déjà baliser le scénario, savoir quels vont être le type de décor, combien de personnages, la structure narrative, voilà, c'est quelque chose qui est très important dans notre travail. Et puis ensuite, va engendrer comment on va filmer, le dispositif technique, trouver les caméras, le matériel, les castings, les techniciens, les techniciennes. Voilà, tout ça, c'est un travail qui va se faire sur c'est presque 6 mois jusqu'au tournage des 168 heures. Et puis après, on a aussi les repérages, ce pourquoi on est toutes et tous venus là pendant quelques jours. C'est un moment important parce que c'est pour les cinéastes une première expérience, là où enfin le désir de film peut vraiment s'incarner dans le territoire. Comment à un moment donné, un imaginaire, quelques mots qui ont été couchés sur un papier, peuvent se retrouver en face de vous et presque s'incarner dans le réel pour qu'on puisse ensuite le retranscrire dans l'imaginaire qui va être le cinéma. Et en fait, cette étape de repérage, elle est très importante. Nous, on avait déjà travaillé avec Cinépassion qui, à la première lecture des scénarios, nous avait dit, voilà, cette grotte, voilà, il peut y avoir ça, 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 ce village-là, ce marché-là, ça peut être ça, ça, ça. Donc on a fait tout un travail, ce qu'on appelle un dépouillement, qui nous a permis ensuite d'organiser les 3 jours pour lesquels on est là, où on vadrouille, là ça fait déjà 2 jours, donc on est un petit peu fatigué là, on a quand même beaucoup marché, on a vu beaucoup de très belles choses, parce que le Périgord a vraiment énormément de très beaux territoires et de très beaux potentiels de décors à nous offrir, donc il va falloir faire des choix. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais l'idée, c'est de repartir après ces 3 jours de repérage pour que les cinéastes repartent chez eux avec cette volonté de pouvoir, cette fois-ci, écrire le film par rapport à ce qu'ils ont pu expérimenter pendant ces quelques jours de repérage. Et ensuite, nous, on continue le travail d'accompagnement jusqu'au premier jour de tournage qui sera le samedi. Voilà. Ils arrivent le vendredi 18 et le top départ des 168 heures, c'est le vendredi soir à 20h. Et là, c'est le cœur de la résidence. 168 heures pour tourner un film. Donc, c'est 7 jours. Il y a à peu près 5-6 jours de tournage. Et pendant que l'équipe des films va tourner, il y aura un monteur, une monteuse pour chaque film qui, eux, resteront dans les locaux, dans les bureaux de France Tabac, et ils vont monter le film pendant que l'équipe est en train de se réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique. Souvent, quand on tourne un film, on va tourner pendant la totalité de la durée du tournage, et après, le monteur va pouvoir, ou la monteuse va pouvoir commencer à regarder les images, mais le tournage est terminé. Là, il faut optimiser le temps, en fait. Exactement. Là, ce qui est intéressant dans ce concept, c'est cette création où le tournage va s'écrire, le montage va se faire en même temps que le film est en train de tourner. Et ce qui va nous permettre, à l'issue des 168 heures, de pouvoir projeter en public, et ça sera la soirée qu'on va faire pour la cérémonie de clôture, on va pouvoir projeter les 3 films qui ont été tournés pendant la semaine auparavant de la résidence. Voilà. Est-ce que peut-être René et Paul veulent rajouter quelque chose sur l'accompagnement de Fumigène qui sont là depuis le début, je suppose, des 168 heures? Oui. Alors nous, là c'est la 3e édition, on est partenaire de la résidence. On avait participé en tant que réalisateur il y a plusieurs années, c'est comme ça qu'on a rencontré Guillaume, qui est venu nous chercher il y a 3 ans parce qu'il souhaitait s'associer avec une structure pour faire grandir les films, voilà, les accompagner du début jusqu'à la fin. Et donc on fait partie du comité de sélection, on lit les films, et ensuite individuellement, donc, il y a une 3e personne, 3e producteur qui s'appelle Valérian, et donc chacun, avec René et Valérian, on se positionne sur un film qu'on décide d'accompagner vraiment de la phase de développement, d'écriture, jusqu'à la fin, la post-production, et une fois que
on quitte le territoire et qu'on accompagne vraiment toute la partie de remontage, de mixage et tout ça. On essaie de trouver quelques financements et on s'occupe après de la distribution des films en festival aussi. Et ben peut-être que sans plus attendre, on a déjà parlé. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Présenter pour dire Oui. Que Vas-y. les 4 films que nous allons vous projeter ce soir, ce sont des films qui ont été réalisés dans le cadre de l'édition 2023. Les 3 films qui ont été réalisés lors de notre première collaboration avec Fumigène Film, plus un documentaire qui a été réalisé pendant la résidence 2020, me semble-t-il. Tout à fait. Donc pour les citer, il y a Malandrin d'Héloïne Fresseuse, Le bal des oubliés de Guillaume Perrin, Le sabot de Vénus de Condor Rollins et Agathe Barré, et Les fleurs bleues de Louis Douillet. Voilà. On se retrouve après la projection. Donc comme ça, l'idée avec cette projection, c'est de vous rendre compte, même si je suppose que là, c'est des films qui, tu en parlais un petit peu, qui ont été remontés un petit peu, où il y a eu plus de post-production. C'est pas les films bruts là, je suppose. Là, c'est les versions finalisées des films. Voilà. Mais on peut quand même atteindre un niveau de qualité déjà important en 7 jours. C'est ça qui est important de comprendre. Oui, en fait, ce qui va majoritairement différer entre les premières versions de montage en sortie de semaine de résidence et les versions finalisées, c'est que le son n'est pas mixé. Là, vous allez entendre un film qui a été mixé en 5.1 pour le cinéma, qui a été étalonné, donc amélioré sur la coloration, les lumières pour la projection en salle de cinéma, ce que souvent les monteurs et les monteuses n'ont pas le temps de faire à l'issue de la semaine. On regarde ces films et donc après on passera un peu plus de temps avec les lauréates et lauréats de cette année qui ont déjà été cités, mais comme ça on pourra les présenter, ils présenteront leurs films, et puis peut-être qu'on fera un appel à la population, parce que je sais que les 168 heures sont en recherche de plusieurs choses, de bonne volonté, mais aussi de lieux, donc on en parle après pour se diriger vers l'édition de juillet. Merci d'être là, merci. Bonne projection, puis on peut citer des... Déjà, avant les sélections au festival, il a fallu finaliser les post-productions. Lorsque les tournages sont terminés et qu'on a cette première version de montage, nous, notre travail avec Fumigène Film, c'est d'essayer de trouver un petit peu d'argent pour finaliser le montage, l'étalonnage, le mixage son et tout ça. Et un des 3 films a notamment été lauréat de l'aide à la post-production du FIFIB, qui est alloué par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, grâce à cette aide, on a pu payer les personnes qui ont travaillé sur la finalisation du film. Et on a travaillé avec Maelstrom Studio, qui est un studio de post-production à Bordeaux. Et lorsque, du coup, on finalise la post-production des films, là, on commence ce qu'on appelle la distribution, c'est-à-dire on a de la chance en France, il y a énormément de festivals de courts-métrages, et donc on envoie les films dans les sélections de courts-métrages. Alors après, c'est un peu le petit bonheur de la chance, parce qu'on ne connaît pas les personnes qui sélectionnent, mais souvent, c'est sur des centaines, voire des milliers de films que nos courts-métrages sont sélectionnés, et donc les plus prestigieux, les plus connus, c'est le Festival international de Clermont-Ferrand, qui est censé être un peu le plus gros festival de court-métrage au monde, sans trop exagérer. Et donc Malandrin, le tout premier film que vous avez vu, et Les fleurs bleues, le dernier, avait été sélectionné en compétition nationale au festival de Clermont-Ferrand, qui pour nous est une des plus grandes fiertés, puisque c'est 50 films sur presque, je sais pas moi, peut-être 4000, quoi. Donc c'est un truc de fou. Les fleurs bleues notamment avaient été sélectionnées l'année dernière au festival de Sarlat. On était très fiers. Bon festival aussi. Très bon festival, paraît-il. On avait eu auparavant, on ne vous l'a pas projeté ce soir parce qu'il avait beaucoup tourné. Et donc ce qu'on voulait, c'est aussi vous montrer peut-être des films que vous n'avez pas eu l'opportunité de voir, mais Les Grandes Vacances, qui avaient été réalisés en 2021, avaient aussi été sélectionnés au festival de Sarlat. Les fleurs bleues a été projeté récemment au festival de Saint-Géla, je crois que c'est Saint-Géla, à Bordeaux, ou un truc, j'ai oublié le nom, je suis désolé, de la commune. Une commune pas très loin de Bordeaux. Le bal des oubliés, qui était projeté en 2e, était sélectionné au Festival international du court-métrage à Bordeaux, pas plus tard qu'il y a 2 mois. Il était à Premier Plan d'Angers aussi, qui est un des plus gros festivals de cinéma émergent en France. En tout, c'est à peu près c'est quelques dizaines de festivals sur les films
qu'on a produit. Voilà, c'est très important pour nous, en fait, de ne pas s'arrêter uniquement à la réalisation et au montage des films, puisque les films, ils sont faits pour être vus. Et donc, il faut qu'on continue le travail, en fait, pour qu'on puisse donner l'opportunité à ces cinéastes-là qui ont besoin de visibilité, puisque c'est comme ça qu'on arrive à faire un prochain film. Il faut se faire connaître auprès des réseaux de producteurs, productrices, de distributeurs et distributrices, pour qu'on puisse faire un prochain film. Quand on est un cinéaste en voie de professionnalisation, pour devenir vraiment professionnel, pour pouvoir écrire et produire son long métrage, on a besoin de passer par la visibilité, et donc la qualité des films, elle est primordiale, puisque sans la qualité de ces films-là, les films ne sont pas sélectionnés en festival, puisqu'il y a une énorme concurrence. Et donc c'est très important d'aller, grâce au travail de Fumigène Film, c'est un travail jusqu'à après la finalisation du film, c'est 1 an, presque. Là, on vient de terminer les films qui ont été tournés en juillet 2024, les versions finales sont terminées, et là on commence la distribution, on commence à les envoyer dans les festivals en France. Et ben on va passer désormais à d'autres cinéastes émergents. Vous les voyez ici à l'écran, mais ils vont venir nous rejoindre. Donc il y a dans la salle Marlène Abérard, Maya Kercourt et Théo Vincent. Vous pouvez les accueillir, les applaudir. Vous allez enfin donc pouvoir les connaître. Vous allez peut-être certainement les croiser cet été. Je vous donne 2 micros pour 3, vous les partagez. Alors, je vous propose qu'on fasse, j'ai pas fait de tirage au sort, on va faire par ordre alphabétique. Je vais commencer par vous, Marlène. Abérard, vous avez grandi à Toulouse, vous avez aussi habité au Brésil, vous avez été journaliste. Et pour les 168 heures, vous allez réaliser un film qui s'appelle Je me souviens, qui a la particularité, par rapport aux 2 autres, d'être un documentaire, plus précisément un documentaire de création. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de ce film, enfin de ce scénario, et voilà. Alors, donc c'est un projet qui est, comme le disait Guillaume tout à l'heure et Paul et René de Fumigène, encore en écriture. Donc là, on est encore en train de se repérer, d'écrire, quoi. Donc là, c'est encore en écriture. Du coup, moi, ce projet, je l'ai écrit pour candidater à la résidence, en sachant donc que c'était la Dordogne, qui est un territoire que je connais un peu, enfin en tant que Toulousaine, voilà, c'est pas très loin. J'ai grandi à Toulouse, donc ça m'arrivait d'y aller en vacances, etc. Donc ça a évoqué des souvenirs de jeunesse chez moi. Donc ce documentaire, il part d'un souvenir de jeunesse qui est dans ma tête, que je ressasse beaucoup, que j'ai vécu avec quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. Et du coup, le point de départ, en fait, c'est se demander où vont les choses qu'on oublie, les souvenirs qu'on vit, qui ne sont pas forcément écrits dans des grands livres d'histoire, ou qui ne font pas forcément partie de circuits touristiques liés à la grande histoire. Donc voilà, c'est une quête un peu poétique qui parle de la mémoire individuelle, de la mémoire collective et surtout de l'oubli, et de se demander que parfois oublier, ça peut être bien pour réinventer des choses aussi. Donc voilà, par exemple, quand la mémoire, on a tous et toute une mémoire un peu mouvante, et donc parfois on a l'impression que c'est quelque chose qu'on a vécu, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas exact. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et puis je me suis dit que c'était aussi intéressant d'aller, moi voilà, je viens du journalisme aussi, donc je suis habituée à aller à la rencontre des gens, à recueillir la parole. Et du coup, je m'étais dit que ça serait intéressant pendant ces 7 jours d'aller à la rencontre des habitants et habitantes de la Dordogne, enfin du Périgord, et de se demander, voilà, quelles sont les choses qu'ils ont oubliées, les choses dont ils se souviennent. Voilà, donc il y aura des petits moments, on va pas trop dire, parce que l'idée c'est aussi de prendre un peu les gens sur le vif de manière spontanée, où on va aussi se questionner en fait les gens sur leur rapport au souvenir, leur rapport intime au souvenir et à l'oubli. Voilà. C'est quelque chose d'important d'ailleurs à raconter, le fait que même un documentaire s'écrit. Le public n'en a pas toujours conscience, parce qu'il y a une part d'aller interroger des gens dans ce cadre-là, mais il y a quand même, vous nous l'avez dit, une idée, un fil conducteur, l'écriture. Alors en plus c'est un documentaire un peu, je dirais c'est une fable documentaire, c'est un peu hybride, c'est un peu un docu-fiction même, je dirais, parce qu'il y aura des parties fictionnées, où donc en gros
j'explique donc que j'ai perdu un journal intime dans mon adolescence. Je pense l'avoir perdu dans une grotte. Et donc, je rêve qu'un dessin de grotte prend forme humaine et retrouve ce carnet et me cherche pour me le rendre. Donc, tout ça, c'est écrit en amont, c'est pensé. Et puis, un documentaire, en effet, ça s'écrit. Et puis, pour avoir des sous pour faire un documentaire, il faut l'écrire aussi. Donc, c'est beaucoup de dossiers pour obtenir des subventions. Voilà, je parle en général, quoi. Donc, c'est aussi, en fait, de la mise en scène. Penser des séquences à l'avance, souvent c'est ça. Alors après, quand on peut se permettre, comme je sais pas, Frédéric Wiseman, on pose une caméra pendant des mois et des mois dans des lieux et puis on attend que ça se passe, mais souvent en fait un documentaire c'est écrit, puis finalement après il y a le réel, donc au montage c'est parfois un autre film qui surgit, mais voilà, oui, c'est écrit. À vos côtés, Maya Carcourt, bonsoir. Vous avez étudié à Cinésup. D'abord, il me semble que vous vouliez être productrice, oui. Aussi, puis après à l'EHESS. Vous avez réalisé un premier film qui s'appelle La Chaleur en 2023, assez récemment. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en train de finaliser un master en réalisation documentaire à Paris 8. Oui, exactement. Voilà. Et dans le cadre des 168 heures, vous allez tourner, non pas un documentaire, mais une fiction qui s'appelle Pyjama Party. Tout un programme. Alors, oui, ça parle de quoi? En chantier. Moi, c'est pareil, je suis en pleine écriture, mais en fait, le film, c'est l'histoire d'Alfred et Léna, deux adolescents de 15 ans qui décident de fuguer. En fait, ils décident d'aller bivouaquer, faire une pyjama party dans les bois. Et le film se concentre sur leurs parents respectifs, donc Arnaud et Isabelle, qui se retrouvent sur le parking de l'Intermarché de Sarlat pour aller les chercher dans toute la vallée. Et en fait, le film, c'est plutôt une forme de road movie, en fait, une déambulation dans ce territoire où Arnaud et Isabelle ont chacun grandi. Ils se connaissent un peu de loin et ils apprennent à se connaître dans cette déambulation affective où en fait ils revisitent tout le territoire où ils ont grandi, où ils ont eu chacun une trajectoire différente dans ce territoire rural. Donc. Et donc ils reparcourent des souvenirs d'enfance respectifs, des lieux qu'ils ont connus. Et je ne sais pas encore vraiment la fin, mais ils retrouvent leurs enfants. À un moment donné, ils n'ont plus peur en fait pour leurs enfants. Donc le film devient une forme d'errance dans ce paysage-là. Et en fait, moi j'avais envie, je crois, de explorer la possibilité de la rencontre et de l'amitié entre deux adultes de 50 ans, quoi. Pas du tout sur le thème de la rencontre amoureuse, mais vraiment comment est-ce qu'on se rencontre dans une situation où on est vulnérable, comment est-ce qu'on arrive à être vulnérable ou pas devant l'un et l'autre. Donc en fait, c'est plutôt explorer le thème de grandir, mais avec des gens qui sont déjà très adultes. Enfin, c'est un peu une sorte de mystère. Un peu pour moi, est-ce qu'on continue de grandir une fois qu'on a passé 40 ans, une fois qu'on est parents, et comment est-ce qu'on continue de grandir alors que même nos enfants grandissent, quoi. Enfin, je suis pas du tout maman et je me sens pas du tout adulte, du coup c'est un peu une zone de flou, mais dans lequel, c'est des choses que j'ai envie d'explorer. Et j'ai aussi envie à travers cette question de la transmission, de comment on transmet les choses à ses enfants, comment les générations qui arrivent nous transmettent des choses, j'ai aussi envie de traiter la transmission du territoire, quoi. Enfin, comment est-ce qu'une terre nous façonne, comment est-ce qu'on grandit avec elle ou sans elle. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit deux personnages qui aient une trajectoire de vie dans cette ruralité qui soit différente. L'un est parti et puis est revenu, l'autre est toujours resté. Et voilà, donc en fait, j'écris pour un territoire et avec un territoire que je connais pas, parce que moi, la Dordogne, j'y suis allée une fois, je pense que j'avais 5 ans en vacances, quoi. Mais finalement, je crois que c'est plutôt quelque chose que j'aime d'écrire pour, sans savoir, quoi. Donc là, je suis en plein repérage, donc je mélange un peu mes fantasmes et mes rêves avec la réalité. Et voilà, c'est trop bien. Mais justement, c'est les 168 heures, on en a parlé, c'est une histoire de contrainte temporelle, donc de tourner et monter en 7 jours. Mais finalement, il y a aussi une autre contrainte dont on est en train de parler, c'est la contrainte géographique. Alors même si tourner en Dordogne, est-ce que c'est vraiment une contrainte? Je suis pas sûr, mais non, mais c'est intéressant de se dire, d'habitude, il me semble, d'habitude, on écrit un scénario et après on se questionne. Souvent, on va voir notamment Thierry pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir tourner ce film. Là, c'est directement la contrainte, c'est on sait que ça sera à l'Intermarché de Sarlat, pourquoi pas. Mais en quoi ça, est-ce que ça enferme cette contrainte ou est-ce que au contraire ça libère de la créativité? Moi, en fait,
mon premier film, je l'avais fait avec le GREC, le groupe de recherche d'essais cinématographiques, et j'étais partie vraiment d'un souvenir de ma vie, quoi, la perte de ma grand-mère dans les Cévennes, où j'avais passé juste 5 jours à sa mort, en fait. Donc en fait, c'était un peu quelque chose de similaire, même si c'était totalement différent, mais j'avais écrit avec le fantasme d'une région, quoi, un peu. Et c'était quelque chose que j'avais déjà aimé, donc en fait, moi, les 168 heures m'ont aussi beaucoup attiré pour ça, pour les contraintes, en fait. Parce que je trouve que créer avec des contraintes, c'est aussi comment dire, se débarrasser d'à côté très théorique et de choses aussi trop préparées, quoi. Enfin, je crois que j'aime bien ça. Et du coup, en fait, je trouve que je suis partie du postulat que j'avais envie de faire un film qui créerait une sorte d'amalgame entre des choses très ordinaires, prosaïques de la campagne, parce que j'ai aussi grandi dans un territoire rural, mais plus haut dans la France. Et la Dordogne rayonne aussi dans mon imaginaire et dans le monde entier. Par son patrimoine, et du coup mon film, j'ai envie que ce soit un mélange de ça, quoi. Comment des châteaux très beaux et un peu mystiques peuvent coexister avec le parking de l'Intermarché. C'est une bonne formule. Et enfin, à mes côtés, Théo Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous avez étudié le cinéma documentaire à Nanterre. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un point commun entre vous trois. Vous êtes passé par le documentaire. Vous avez été directeur de production, ensuite, toujours dans le documentaire, et ensuite, dans la fiction, vous avez réalisé un premier film, Mémoire du bois, en 2023. Et en juillet, vous tournerez une autre fiction qui s'appelle Grise mine. Sauf si Monsieur le maire vous donne un nouveau titre d'ici là qui sera peut-être un peu plus joyeux. On ne sait jamais. Et de quoi parle Grise mine pour l'instant? Alors c'est un film. Dans le film, en fait, c'est l'histoire d'un jeune père de famille, en fait, qui a laissé depuis plusieurs mois sa fille et sa femme pour venir faire un documentaire en Dordogne sur un prétendu mineur kabyle qui aurait disparu il y a une 50aine d'années, mais dont personne n'a jamais entendu parler, en fait. Et lui, il a en sa possession un journal, le journal de ce mineur, et il part en fait sur les traces de cet homme dont il ne trouve aucune autre trace, en fait. Et du coup, il s'obstine un peu dans la création de ce film auquel il est un peu tout seul à croire. Il y a un ami qui le rejoint pour lui filer un coup de main, pour prendre le son, et qui va essayer de lui faire ouvrir les yeux sur l'inexistence de ce film et l'impossibilité de ce film. Voilà. Et c'est une comédie. Bon, donc on peut l'appeler Grise mine. Voilà. Et d'où est-ce qu'elle est venue cette idée? Est-ce que c'est une idée que vous aviez avant de candidater aux 168 heures, ou vraiment c'est une idée qui a été, j'allais dire, construite complètement pour la résidence? Alors, je l'ai vraiment faite pour la résidence, parce que ça fait un moment que je regarde un petit peu les films qui sortent de la résidence. Du coup, c'est des... Enfin, peut-être que vous avez vu, quoi, c'est des imaginaires un petit peu qu'on a retrouvé dans les 3 films, quoi, des imaginaires de montagne, de vallon. Et du coup, voilà, il y avait quelque chose qui me donnait envie depuis plusieurs mois, et j'ai pensé à cette idée qui est assez proche, en fait, de ma vie, moi. Et voilà comment c'est né. Après, voilà, l'idée de poser pas mal de questions sur qu'est-ce que c'est la place d'un homme, qu'est-ce que c'est la place d'un cinéaste, qu'est-ce que c'est la place d'un père de famille, qu'est-ce que c'est sa juste place dans le monde, en fait, plus général. Peut-être une question qui est adressée à vous trois et aussi à Guillaume. Pour terminer cette soirée, je pense que vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez des demandes particulières à la population, si vous cherchez des décors encore, si vous cherchez des bonnes volontés, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est le moment? Des figurants, par exemple. Voilà, c'est le moment si vous voulez faire appel à quelqu'un ou quelque chose. Je sais pas si vous avez, mais ça se trouve déjà en 2 jours, vous avez déjà tout trouvé ce que vous cherchiez. Moi, je cherche 5 adolescents, 4 adolescents. Voilà, déjà. Donc Alfred et Léna, qui ont environ 15 ans. Et ensuite, j'ai pas encore ni la date ni le lieu, mais j'aimerais bien faire une sorte de micro-trottoir dans ma fiction, c'est-à-dire un peu des petites interviews volées autour d'une question. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'apparaître dans le film, gardez les yeux grands ouverts, je vous enverrai une annonce de casting sauvage. Voilà. Moi, pareil, je cherche 2 adolescents
qui ont une apparence de 14-15 ans. Mais normalement, pareil, via le bureau de tournage, j'ai préparé une petite annonce casting qui devrait envoyer ça au collège-lycée de la région. Donc j'espère qu'ils vous transféreront cette annonce. Il y a déjà une petite équipe que je vois au 4e rang. Peut-être, c'est pas encore sûr, hein, mais peut-être un petit groupe d'escalade, pas mal. Avec des petites lunettes. Pour aller dans la mine Pas loin, ouais, sur la roche, quoi. Oui. Okay. Moi j'ai une dernière demande, mais elle est un peu bizarre. Je cherche une voiture assez intelligente avec une voix à l'intérieur, enfin les trucs d'IA là. Voilà, une belle voiture un peu chic mais moderne, enfin pas une voiture ancienne non plus trop belle quoi. Voilà, si jamais vous en louez une, je la cherche. Une Tesla mais pas Tesla, c'est ça en fait, c'est ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Guillaume, quelque chose à rajouter Non, c'est pas une demande, mais c'est déjà une première impression, puisque après 9 ans à avoir accompagné la production de courts-métrages, c'était pour nous une grande étape de délocaliser la résidence et de vouloir produire des films en Dordogne, et donc il y avait beaucoup de questions. Et que depuis qu'on est installé en Dordogne, en fait, toutes les réponses que moi j'avais à ces questions, qui étaient parfois des doutes, parfois des petites craintes, en fait, il se trouve que ce ne sont que des réponses positives. Et les 2 premiers jours que nous avons fait, et donc les 3 lauréats et lauréates peuvent en attester, nous avons que des accueils très chaleureux. Et ce qui est très encourageant pour nous, puisque les films que l'on produit se font aussi grâce et avec les habitants du territoire, grâce avec les élus des communes dans lesquelles nous avons trouvé ces beaux décors, et que sans eux et sans elles, les films de la résidence n'existent pas. Et c'est vrai que rien qu'en 2 jours, on est allé voir des élus, on est allé voir des petites supérettes, des gérants de magasins, on a croisé des gens dans la rue. Et en fait, ce n'était que des accueils très chaleureux et des gens qui nous ont ouvert leurs portes, nous ont proposé de nous accueillir pour parfois une demi-journée, une journée de tournage. Donc ça, c'est très rassurant. Parce que vraiment, c'est très important, quoi. Les films de la résidence vont se faire avec les habitants et les habitantes du territoire, hein, du Périgord noir. C'est très important. Donc on est très content d'être là, vraiment. Je pense qu'il n'y a que des points positifs. Notre collaboration avec Cinépassion, avec Thierry, on est parti pour poser des bases très sereines pour l'installation de la résidence en Dordogne. Et je voulais en profiter vraiment pour remercier toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir, le département de la Dordogne, la mairie de Sarlat, la communauté des communes, le lycée Joséphine Becker, mais aussi le lycée Arnaud Daniel de Riverac, qui n'est pas là, mais qui va nous aider à nous prêter les stations de montage pour que les 3 monteurs et monteuses puissent monter les films pendant le cadre de la résidence. Voilà, l'opportunité de France Tabac, c'est quelque chose qui est pour nous vraiment une grande joie de venir nous installer, de venir produire des films et de montrer les beaux territoires de la Dordogne dans les films de la résidence. On est très fiers. On a hâte de vous le projeter samedi, dans quelques mois, ce samedi 26 juillet, ici même. Voilà. Merci encore à vous. Et merci bien évidemment à Julien, à Camille, de nous accueillir, de pouvoir nous donner cette opportunité, la visibilité des films, c'est très important. Merci d'avoir organisé cette projection. Merci de nous accompagner dans ce partenariat pour organiser la projection de la clôture de la résidence. Je crois que j'oublie personne pour l'instant. Et la région Nouvelle-Aquitaine, bientôt. On peut déjà les remercier, vraiment. C'est pour nous une grande chance. Pour les cinéastes qu'on accompagne, c'est beaucoup. Et merci. Merci d'être présent ce soir. Merci beaucoup.